Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. La principauté de Monaco fait régulièrement parler d'elle avec de nouvelles constructions, luxueuses ou innovantes. Mais aujourd'hui, c'est d'un immeuble éco-responsable et construit sans grue que nous discuterons ici au forum Bois Construction. Un immeuble bien nommé à Figuera, le figuier en monégasque. Et avec moi au micro pour en dévoiler les secrets, les architectes Gabriel Viora et Wilfried Belcourt. Bonjour Gabriel Viora. Bonjour. Et bonjour Wilfried Belcourt. Bonjour. Quelle est la place du logement éco-responsable dans le projet constructif et urbanistique de la principauté de Monaco? Je crois que c'est important d'abord de poser les choses. Bien sûr. Oui. Ça rentre dans le cadre de la politique voulue par le prince Albert, Oui. à travers du livre blanc sur la défense de l'environnement. Et depuis maintenant 5-6 ans, tous les logements doivent être éco-responsables. Et il a été décidé de lancer un véritable projet phare qui est donc à Figuera, le premier immeuble en bois à Monaco. C'est un projet figure de proue alors? Complètement, Oui. qui a un caractère exceptionnel, expérimental, pour tester justement et être, j'espère, effectivement la locomotive pour entraîner derrière de nouveaux projets avec des matériaux biosourcés et des structures bois. Vous avez déjà une idée de futurs projets? Alors ça, tout de suite derrière, il y a eu des projets qui ont embrayé en parallèle d'A Figuera dont je me suis occupé. Donc et de nouveaux projets vont être en construction l'année prochaine. Donc oui, c'est un projet qui a permis à Monaco de rentrer dans l'ère du bois, alors que nous sommes plutôt dans l'ère du béton jusqu'à maintenant. Eh oui, alors on reparlera de Monaco à la fin de cet entretien, mais on va tout de suite parler du projet, puisque j'ai évoqué dans l'introduction un immeuble qui témoigne de l'évolution des modes constructifs à Monaco. C'est cet immeuble à Figuera, situé boulevard d'Italie, dans le quartier de Saint-Roman. Quelles ont été vos contraintes sur ce projet? La principale contrainte, c'est que Monaco est très urbanisé, c'est un hypercentre. Et en aucun cas, il est laissé de place au hasard dans la façon de construire. Donc, il n'y a d'ailleurs pas de place, en fait. Il n'y a aucune place, bien évidemment. Urbanisé, très urbanisé, donc les nuisances que peuvent apporter un chantier étaient la principale contrainte. D'où on a découlé le mode constructif, bois, et ensuite sur le chantier de minimiser au maximum les nuisances sonores notamment. Wilfried Belcourt, vous pourriez peut-être nous donner quelques exemples? Oui, alors l'exemple effectivement c'est celui-ci, c'est que c'est un chantier qui a très faible nuisance et peut-être il faut rajouter, et ça c'est assez emblématique de ce projet et de ce chantier, c'est qu'il est sans grue. Oui. Donc c'est une espèce de barnum comme ça qui découvre le bâtiment de manière un peu magique et ça permet en milieu urbain très 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 serré, et la tour occupe pratiquement la totalité de la parcelle, de pouvoir construire et au passage à l'abri de la pluie, puisque c'est une sorte de tente, un barnum qui glisse comme ça au fur et à mesure de la construction, et qui permet aussi d'avoir une nuisance sonore vis-à-vis des voisins, qui est une vraie inquiétude et un vrai sujet à Monaco, complètement maîtrisé, notamment pour les bruits aériens. Alors, c'est pas une magie, hein. Il y a les bruits solidiens, quand on tape dans le sol. Voilà, mais on a très peu tapé dans le sol puisqu'on s'est simplement cantonné à faire des fondations qui permettaient d'élever en bois au-dessus. Et peut-être en complément de ce qu'a dit Gabriel, il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est que non seulement c'est un projet emblématique de la transition écologique et de Monaco, mais il va jusqu'au bout. Et il est même complètement, alors là on rentre dans le sujet du forum, il est même pratiquement impossible à reproduire aujourd'hui, eu égard à la réglementation. On a en fait en contexte sismique, un bâtiment, donc c'est un exosquelette, ça. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais quand même, il y a quand même quelques exemples, et il y en aura dans le futur, mais avec un noyau bois, c'est-à-dire que les noyaux d'ascenseurs et d'escaliers sont en bois. Et ça, c'est exceptionnel, et notamment par rapport à la réglementation feu. Alors, il y aura dans ce forum quelques débats là-dessus, mais on ne pourrait plus aujourd'hui le faire en France et donc à Monaco, parce que Monaco se cale un peu sur la réglementation française avec un peu plus d'exigences. Ils sont très rigoureux et donc un peu plus d'exigences. Donc on ne pourrait plus faire aujourd'hui ce bâtiment. Par contre, on en est très fiers parce qu'il est full bois. Une fois qu'on a eu stabilisé le sol et qu'on est parti de base un peu sûr, on est
complètement en bois, y compris le noyau. Ça, on en est hyper fiers. Mais alors attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'on dit tout à l'heure que cet immeuble est un peu un test, ou en tout cas une figure de proue. Complètement. Et là, vous me dites qu'on ne pourra plus jamais refaire ça ? Alors, c'est pas dû au fait qu'on ne sait pas le faire. Oui. C'est pas dû au fait qu'on ne veut pas que ça soit reproductible. C'est que la réglementation, et encore, je veux surtout pas rentrer dans une polémique dont auront ici, et je veux surtout pas C'est rentrer la réglementation qui évolue en fait. Oui. Exactement. Tout simplement. Et notamment par rapport à ce qui se passe en France, on est tombé à un moment, il y a une conception et des bureaux de contrôle qui ont validé en fonction de la réglementation du moment, qui fait qu'arriver aujourd'hui, pour faire la même chose, eh ben, on ne pourrait certainement pas, alors je suis un peu péremptoire en disant ça, mais certainement qu'on nous obligerait à avoir un petit bout de béton, en tous les cas une structure qui n'est pas le bois, dans le noyau pour assurer tout ça. On parlera donc peut-être de vous à l'avenir comme les originaux qui ont quand même réussi à faire ça un jour. Bah, on espère avec Gabriel. Une grande cabane en bois, tout en bois. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas encore tout à fait compris, c'est cette construction sans grue. J'ai regardé des vidéos, mais pour être franche avec vous, j'ai pas je pense que les auditeurs aimeraient vraiment comprendre comment ça Alors, marche. je suis super inquiet Oui. parce que si vous n'avez pas compris en regardant la vidéo, je vois pas comment avec des mots. Peut-être que Gabriel va mieux y arriver que c'est moi. ça. Il faut imaginer un gymnase qui vient chapeauter le bâtiment. Ce gymnase est sur une structure métallique, donc déjà on encapsule complètement le premier plancher qui a été construit. Une fois qu'on a un premier plancher construit, on construit un deuxième plancher à 1 mètre au-dessus de ce premier plancher. Et ensuite on monte. Et ensuite il y a des vérins Ah. qui vont monter ce plancher qu'on vient de construire et ça fait le plafond. Donc on se retrouve avec notre plancher initial et le plafond. Et là on aménage l'intérieur. Et on fait les façades. Et on fait toutes les façades et on ferme un niveau complet. Et on a ce sarcophage qui est sur 2 niveaux et on refait au-dessus de la dalle qu'on vient de monter. Il glisse en fait. Et- dans le haut. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a un côté et à- magique, ça glisse et on voit d'un seul coup un étage de façade. qui Et est en fait. fait, on monte un plancher et tout le bois et toute le gymnase, on peut dire, monte en même temps. Et Et à oui. chaque fois, on reproduit. C'est fascinant. Hein. Donc Ah, c'est génial. on avait effectivement à 40 mètres de haut, enfin 28 plus tout le reste, à 40 mètres de haut, un énorme sarcophage en plexiglas, qui était d'ailleurs très design dans le contexte monégasque, parce que c'était un chantier qui a quand même duré 4 ans, et sans grue, sans perturbation, pollution visuelle, sans bruit. Mais Et c'est ce à qui a tel été point que on nous a, enfin, je sais pas si on te l'a posé à toi la question localement, mais en tous les cas, moi, on m'a souvent demandé quand je montrais les images, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-haut, comme si ça faisait partie du bâtiment. Oui. Voyant pas que à chaque fois qu'il y avait une photo, c'était pas au même niveau, pensant que c'était la tête du bâtiment lui-même qui allait rester de manière pérenne, et ne pensant pas que c'était, c'est tellement exceptionnel, un morceau de la construction et non pas, enfin de l'acte de construire et non pas de la tour elle-même. une installation de chantier. Ouais. C'est fou ce que l'esprit humain peut encore inventer. Complètement, ouais, complètement. Alors là, c'est québécois, faut quand même. C'est c'est vrai. c'est québécois, c'est bon pour pas le citer Umbrella, voilà, qui ont amené quand même cette technologie qui a été transplantée en Europe et mis en œuvre par Pour National la première français. C'est une première européenne. Après, il y a eu un retour justement, et on en parlera peut-être plus tard, sur qu'est-ce que l'on va reproduire ou pas par rapport à ce projet expérimental. Mais oui, on va même en parler maintenant puisque c'était ma question. Quels enseignements tirez-vous de ce projet tous les deux ? Alors directement en chantier, Oui. pour ma part, on a en parallèle mené un autre chantier avec quasiment en termes de surface équivalent. On a reproduit un système de protection complet contre les intempéries pendant le chantier, sauf qu'on l'a fait fixe avec des toits ouvrants coulissants et une grue classique. Ça a permis aux entreprises qui étaient habituées à un système plus classique et standardisé de travailler à leur manière et non pas d'être obligés d'appliquer un système de pont roulant industriel auquel ils sont pas formés. C'était le principal problème que l'on a eu, nous, sur Carmela en suivi de chantier. Carmela tout en ayant- à Figueira, c'est le Figueira, même excusez-moi. Oui, ça a changé de nom récemment. C'est ça. C'est tout en tout ayant nouveau. quand même le bénéfice de cette protection. Oui. Voilà. On est un peu plus classique, mais il y a quand même la protection. Mais on conserve cette protection, ce qui n'est pas forcément fait du tout. Ce que j'ai pu constater quand même sur des chantiers en France, on ne vient pas encapsuler tout le bâtiment en bois pendant qu'il est monté. On laisse les intempéries faire œuvre. Oui.
Et on verra plus tard. Mais d'ailleurs, Oui. en termes de structure bois, Oui. il n'y a pas besoin de protection. Le bois résiste parfaitement à Tout l'eau, à fait. surtout sur le temps du chantier. Mhm. Il n'y a pas de sujet. On peut l'exposer pendant 18 mois. Ça ne va pas altérer les propriétés mécaniques. Il ne va pas y avoir d'altération structurelle. Mhm. Donc, mais bon, par contre, le confort de travail et la nuisance vis-à-vis des voisins est quand même bienvenu. Alors si on élève un chouille le débat par rapport à Oui. qu'est-ce qu'on a appris dans la conception et avec ce mode opératoire en chantier, beaucoup de choses. Moi j'ai découvert déjà ce système-là parce que ça nous a été proposé par l'entreprise qui a eu le très gros lot, le macro lot comme on appelle ça dans notre jargon, et je ne connaissais pas puisque c'était québécois et ça n'avait jamais été mis en œuvre et pourtant j'ai travaillé un peu partout sur la planète et je n'avais pas vu ce système-là. Donc déjà, on l'a découvert. Il est aussi applicable et pas mal utilisé en rénovation de tours. Dès l'instant qu'on a une forme géométrique en plan extrêmement régulière, ils font des donuts en fait, ils accrochent et puis hop, ils montent et avec un site occupé, ils arrivent à changer les façades. Donc c'est quand même un principe qui est plutôt pas mal et qui, au-delà de la construction bois, parce qu'on ne fait pas que ça, malheureusement j'ai envie de dire, mais on ne fait pas que ça, je pense que ça m'a changé un peu cet éternel sujet, ce qu'on appelle de filière humide par rapport à la filière sèche qui est le bois ou le métal, par rapport à se protéger, envisager le chantier de manière différente. Parce que là il y avait un énorme avantage aussi, c'est que par rapport à l'impact du chantier, de toute façon la grue on ne sait pas où on l'aurait mise. Peut-être de l'autre côté de la rue, on n'aurait pas pu la mettre sur site ou alors dans le noyau, mais ça aurait beaucoup remis en question le fait de le faire en bois. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses qui ont été simplifiées par ce mode opératoire. Et si c'était à refaire ? Alors, on partirait en vacances, non, Gabriel? Alors, si c'était à refaire, la conception de l'agence Belcourt et de Wilfried était parfaitement cadrée, ciblée sur cette trame, parfaitement adaptée à la construction bois et industrialisée. Et je pense qu'on prendrait encore un peu plus de temps pour industrialiser encore plus l'aménagement intérieur. Parce que là, donc, toute la structure est arrivée, mécano, comme un petit mécano qu'on connaît bien en structure bois. Mais je pense que si on veut encore être encore plus performant, c'est un peu le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'à un moment donné, on rebascule dans du chantier classique intérieur, avec tous les problématiques d'interaction entre tous les corps d'État. Oui. Et je pense qu'on pourrait encore aller un peu plus loin dans la préfabrication en usine et voir comment véritablement être plus performant et améliorer le déroulement du chantier. Alors voilà. Gabriel ouvre la voie parfaite par rapport à des sujets qui se posent aussi ici, qu'on peut expérimenter ailleurs, c'est le hors-site. Et j'allais poser la question. Et pas forcément que le hors-site, il y a aussi derrière tout ça ce qu'on appelle nous le 2D, 3D. Alors le 3D forcément hors-site puisqu'on fabrique des éléments modulaires qu'on vient emmener, donc c'est forcément des choses qui sont faites hors site, mais même le 2D, c'est-à-dire des murs, des bouts de murs, des bouts de façade, et voilà, on est hors site, on vient assembler. Et effectivement, je pense que si on était 3 ans plus tard, on se serait peut-être posé la question, au moins pour les pièces d'eau, des choses comme ça qui ont connu une énorme évolution dans les derniers temps, de savoir si on les faisait pas, on les industrialisait pas, même si le projet est petit, c'était intéressant, et on les ramenait et on les mettait sur place, surtout que le mode opératoire constructif le permet plus que quand on est avec des planchers béton qu'il faut glisser depuis la façade. C'était quand même plus facile, on aurait pu les livrer par ces trappes justement et le faire. Donc on est en pleine actualité. Et Monaco a déjà mis un pied là-dedans parce que dans le 2D 3D, parce que donc on a réalisé tout en bois un bâtiment dit provisoire qui a été construit, 2000 m² tout en bois, où justement on a allié 3D, 2D qui est arrivé en modulaire, environ 2500 m² que l'on a monté en un peu moins de 4 mois. Voilà. Donc on a passé ce stade-là, mais en se disant que ce bâtiment avait une durée de vie de 10 ans, pas plus. Pourquoi ? Parce que c'était un besoin rapide, nécessaire à un instant T pour répondre véritablement à une urgence. De là, demain, à dire on fait du modulaire sur du logement ou des choses comme ça, on n'a pas encore le stade, on n'a pas encore passé ce stade, sachant que Carmela, bien que ce soit un logement social, Wilfried le confirmera, on est quand même sur un niveau élevé de finition. Je confirme. Oui. Ça fait beaucoup rire quand on dit qu'on fait du logement social à Monaco. Il y a quand même toujours une
petite perspective sur la mer ou sur le rocher ou sur... Complètement. Oui, Complètement. ce qui était aussi un défi. Aussi. Oui, c'était... C'était plus qu'un défi. Alors, on savait qu'il y aurait une énorme bestiole qui s'appelle Testimonial, enfin une double bestiole. Il y a 2 énormes tours qui se sont mises devant, donc côté mer. On le savait, mais on l'appréhendait de manière un peu intuitive, mais sans plus. Et il s'est avéré que la façon dont c'est conçu, on a donc des appartements en angle, fait qu'on biaise et on a l'impression, quand on rentre dans la pièce de séjour, avec un prolongement extérieur plutôt sympathique, on a l'impression d'être en première ligne. Et ça marche plutôt pas mal. Et oui, et on a oublié de parler de la hauteur aussi. On est juste en dessous de 50 mètres par... Alors, il y a pratiquement 4 niveaux, 3 à 4 niveaux de différence entre Saint-Roman et Italie. Donc on est comme partout sur le rocher, pratiquement partout. On est en quelques mètres, on a pris 3 niveaux. Donc, mais par rapport à Italie, qui est la façade un peu emblématique et haute et élancée, on est pratiquement à 50 mètres. On est à 47 mètres. 47 mètres et un peu moins de 28 de l'autre côté. Voilà. Donc on est une grosse différence, mais on est alors dans tous les sujets à Dives-Bois en logement qui sont partis, on était toujours aux alentours de 50 mètres. Là, en collaboration avec Artebilt, on a conçu un trio où Artebilt fait la tour elle-même et elle est un peu plus haute, mais elle répond aux mêmes critères du dernier niveau accessible qu'on ne passe pas, parce qu'après on rentre dans des suggestions et des réglementations qui nous dépassent. Autre chose. Alors j'ai une dernière question qui vous sera posée en forme de clin d'œil. Qu'est-ce qu'on peut encore construire à Monaco ? Excellente question. Monaco, en fait, depuis, je pense, les années 60, se reconstruit sur elle-même en permanence. Donc oui, il y a effectivement un patrimoine historique que l'on essaie de conserver au maximum, mais pour autant, il y a quand même un certain pragmatisme, et c'est ce qui fait aussi ce qu'on appelle l'or de Monaco, c'est bien le secteur du bâtiment et de l'immobilier. Donc, et tout le monde a pris conscience qu'il fallait aussi chercher la hauteur. Donc on voit ce qui se construit actuellement, la Tour Odéon et d'autres qui apparaissent. Donc on peut encore construire des parcelles solidaires. Il y a une deuxième prise de conscience et qui est écologique, bien évidemment, c'est ce patrimoine, on peut le surélever, donc on va vers des surélévations, comme la sûreté publique qui a été faite en bois, dont je me suis occupé. Et il y en aura d'autres, ça c'est très bien. Donc on est au carrefour de la bonne politique, je conserve, je surélève, je reconstruis sur moi-même selon les projets. Oui, Figueira est vraiment emblématique de cette attitude qui ne se cantonne pas à Monaco. Monaco est extrêmement dense, donc c'est pour ça la question elle est très intéressante, parce qu'on est dans un cas caricatural de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on peut faire ce qu'on peut faire partout. On se pose des questions sur l'étalement urbain. Eh ben, reconstruire la ville sur elle-même, c'est évident que c'est la solution. Carmela, à ce titre, est vraiment le meilleur exemple. On a pris quelque chose qui était très peu dense et on en a fait quelque chose de très dense sans plus d'impact au sol. De manière générale, c'est la bonne attitude. Et évidemment, le bois est sans doute la meilleure des solutions constructives, dans la mesure où ça permet de manière légère de d'étendre des constructions déjà existantes qu'on aurait gardées, ce qui n'est pas le cas de la Figueira. Mais ça permet aussi de dire qu'on a une attitude bas carbone, en termes de structure, quand on reconstruit la ville sur elle-même et qu'on la densifie sans s'étaler. Et oui, et on replace le curseur là où il faut, pas sur le bâtiment, mais sur la ville. Exactement. Merci à tous les deux de cet entretien, il était passionnant. Alors on reparlera peut-être ensemble de Monaco, car l'immobilier c'est véritablement un sujet structurant. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de leur fidélité, et puis on se dit à très bientôt. Merci. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.